Alors, l'agilité, ça sert à quoi? L'agilité, en fait, ça sert tout simplement à éviter ça. Ça, c'est le fameux projet balançoire, qui est aussi une illustration qui est souvent tarte à la crème, qui revient souvent. Il existe 14 versions différentes du projet balançoire, mais tout ce que nous dit cette illustration, c'est toujours la même chose, c'est-à-dire qu'il existe un client, donc c'est la première vignette, qui va exprimer son besoin au démarrage d'un projet. Souvent, il n'exprime pas bien son besoin, pour différentes raisons qui sont tout à fait logiques. Un, parce qu'il ne sait lui-même pas vraiment quelle est la finalité de son besoin. Il a les grandes lignes, mais il n'a pas le détail. Quand j'ai besoin d'acheter une voiture, si je devais vous expliquer comment la construire, je vous avoue que je suis mal lotie. Je sais juste vous dire que j'ai besoin de me déplacer. J'ai besoin de me déplacer au chaud, rapidement, etc. Je ne sais certainement pas vous dire comment faire un moteur. Donc ça, c'est une des premières raisons pour lesquelles les clients, en général, n'expriment pas très bien leurs besoins, et c'est normal. Et la deuxième raison, donc c'est lié aussi à ça, c'est l'expertise. On n'a pas l'expertise de la personne qui va créer en fait le produit qu'on lui demande. On a grosso modo, je vais vous parler beaucoup de clients et de fournisseurs. On peut très bien transposer ça en interne dans une société. On a des clients internes, on a des fournisseurs internes. Grosso modo, on a un besoin d'un métier et on a une équipe derrière qui réalise ce besoin-là. Donc dans la plupart des cas, le client n'est pas la personne la plus adaptée pour savoir précisément donner son besoin. Ce n'est pas à lui de le faire, ce n'est pas lui qui a l'expertise. Donc dans les vignettes ensuite, donc de la 2 à la 11, on voit en fait une chose qui arrive assez souvent dans des projets complexes, c'est quand on a un manque de communication entre les personnes qui font le produit, donc là les personnes qui vont construire la balançoire, on se retrouve souvent avec donc des difficultés, aussi bien en termes de planning, en termes de budget, en termes même de réalisation du projet. Tout ça parce que l'équipe, parfois, donc, communique mal, comprend mal le besoin du client, n'est pas forcément outillée ou n'a pas les bons processus pour réaliser correctement ce genre de projet complexe. On se retrouve souvent, donc ça c'est la petite vignette numéro 8, on se retrouve souvent avec un client qui reçoit quelque chose, donc là une corde, qui du coup ne répond pas à son besoin initial. Alors il peut se balancer à la corde, mais il ne va pas prendre beaucoup de plaisir à le faire. En plus, si c'est un enfant, il ne va peut-être pas y arriver du tout. Donc, grosso modo, ce qui est important de voir ici, c'est que quand on ne communique pas bien entre le client et les équipes fournisseurs, on a souvent une livraison qui ne correspond pas au besoin initial, qui correspond encore moins à ce qui a été vendu, donc c'est la slide 11. Souvent, le marketing, d'ailleurs, n'est pas très loin du besoin réel du client. Et on n'a surtout pas atteint ce qui était l'objectif du client, c'était le 12, c'était d'avoir une réponse à son vrai besoin et une réponse pertinente. Donc on se retrouve parfois avec des réponses pseudo-adéquates, mais qui ne sont pas la meilleure façon de laquelle on aurait pu adresser le besoin de notre client. Donc cette illustration est en effet assez rigolote, on est sur une balançoire. On pourrait dire chacun d'entre nous ici sait construire une balançoire, et encore. Mais par contre, si vous la transposez à un projet complexe, un site e-commerce par exemple ou quelque chose comme ça, vous allez directement pouvoir transposer les problématiques d'une équipe à faire un projet complexe sans avoir une bonne communication, une bonne compréhension du besoin du client, des bonnes façons de travailler pour réussir en fait à vraiment répondre au plus proche possible aux vrais besoins du client. Donc l'agilité, ça sert à éviter ça. Mais concrètement, l'agilité, qu'est-ce que c'est ? Je vous fais un tout petit peu d'histoire, 2 phrases. L'agilité, donc c'est un concept qui a été créé du coup en 2001 par différents entrepreneurs du monde du logiciel et ils ont consigné ça dans quelque chose qu'ils ont appelé le manifeste agile. Le manifeste agile, vous pouvez très bien aller le voir sur internet, il est publié du coup depuis 2001 sur un site qui est dédié. Il part de 4 gros principes que je ne vais pas vous énumérer là, mais il y a 4 gros principes, 12 sous-principes et c'est tout. Donc c'est une théorie, on va dire, qui est très courte, très synthétique et qui a pour objectif de définir l'agilité. Si on fait la synthèse de la synthèse, qu'est-ce que ça nous dit l'agilité ? Le but premier de l'agilité, c'est de livrer à son client rapidement et régulièrement des fonctionnalités à grande valeur ajoutée. On verra pendant toute la conférence qu'est-ce qu'on entend par ça et comment on le fait. Mais grosso modo, pour éviter la catastrophe de la balançoire, l'idée c'est de faire des choses dans le temps, de façon posée, d'impliquer son client et d'arriver à apporter de la valeur à son client. Parce qu'un client qui n'est pas satisfait de la livraison de son besoin, quelque part, dans le projet, il n'a pas marché. Donc pour répondre à ce but, il y a 4 éléments très importants en agile. Et le premier, je vais un petit peu insister dessus là, c'est l'équipe. En agile, il est indispensable d'avoir une équipe qui est vraiment donc, le cœur du sujet agile. L'humain est au centre. C'est-à-dire qu'il faut une équipe qui soit en capacité d'avoir toutes les expertises nécessaires pour réaliser son projet. Jusque-là, vous allez me dire c'est normal.
qui travaillent en toute transparence les uns avec les autres, qui soient vraiment dans un mode co-construction. En fait, une équipe agile, ça ressemble en fait à une équipe d'un sport collectif. Vous pouvez avoir les meilleurs joueurs du monde, vous les mettez ensemble, ils ne se parlent pas, ils ne vont pas faire le match du siècle, peu importe le sport. Là, c'est un peu la même chose. Si dans une équipe agile, vous ne mettez pas des personnes qui savent discuter ensemble, qui savent collaborer, qui savent les forces et les faiblesses de chacun, qui savent s'appuyer sur ses forces et ses faiblesses, vous allez sans doute avoir un projet qui ne sera pas aussi bien qu'il aurait pu être si on avait une équipe qui collabore déjà en interne entre eux. C'est vraiment un sujet qui est très important. On en reparlera un tout petit peu tout à l'heure, mais il y a beaucoup de transformations agiles qui oublient ce point et on se retrouve parfois dans des situations où on n'arrive pas à créer ce lien entre les différents membres d'une équipe agile et on n'arrive du coup pas à avoir cette force qui est celle d'une équipe agile. Un autre élément qui est important, c'est la réponse pertinente aux besoins. On l'a bien vu, on a beau livrer une corde à notre client qui voulait sa balançoire, lui, au pire des cas, on lui aurait livré sa fameuse balançoire avec 3 planches, il aurait été à peu près content. Et là, en fait, si on avait livré le pneu tout de suite, il aurait été ravi. Donc il faut bien se rendre compte qu'on a beau faire de la documentation, on a beau contractualiser des choses très précises, très détaillées, si on passe à côté du besoin même du client, quelque part, c'est magnifique d'avoir livré ce qui était marqué sur le papier. Est-ce qu'on est tous contents? Je ne suis pas sûre. C'est pour ça, troisième élément important, qu'il va falloir travailler avec le client en agile, et c'est aussi une des choses qui rend parfois des projets agiles difficiles. Le client est extrêmement impliqué. On va le solliciter quasi en continu, tout le temps, il va être là, c'est son projet, il doit mouiller dedans. On ne peut pas faire un projet agile avec un client qu'on ne voit pas pendant 6 mois et à la fin lui dire « tada, c'est là, c'est magnifique, c'est génial ». Ça ne marche pas. Donc l'implication du client est nécessaire, mais d'un point de vue vraiment positif. C'est-à-dire que le client est impliqué pour être en continu en train de voir que son projet va dans le bon sens. En général, les clients ne refusent pas ce genre de sollicitation. Ils sont même plutôt friands de ça et c'est plutôt le fournisseur qui ne prend pas assez le temps d'impliquer son client dans ses projets. Et le quatrième élément qui est important, l'acceptation du changement. En agile, on part du principe il va y avoir du changement au cours du projet. C'est inévitable, surtout dans les projets numériques, mais pas que, le changement aura lieu. Donc plutôt que d'être surpris quand il va avoir lieu, on part du principe que comme il va avoir lieu, on se prépare à ce qu'il ait lieu et on se prépare à le traiter. Donc c'est 4 éléments très importants en agile. Pour montrer tout ça, aujourd'hui ce que je vous propose, c'est de faire une petite comparaison projet classique par rapport à projet agile sur une thématique qui volontairement n'est pas du tout numérique. Je vais vous proposer de construire une maison. S'il y a des gens qui sont experts bâtiments dans la salle, je m'excuse. Je ne sais pas construire une maison moi-même, donc il y aura sans doute des raccourcis qui seront faits sur le slide. Pardonnez-moi, mais on va voir que l'idée en tout cas de la construction d'une maison peut se faire en agile. Si on fait un projet classique, comme dans tout projet classique, on va avoir des phases en fait qui vont se suivre les unes après les autres. Quand une phase se finit, une autre phase démarre. Si je prends le cas de ma maison, je vais d'abord définir ma maison. En tant que client, je vais dire qu'est-ce que je veux pour ma maison, c'est quoi mon besoin. C'est ma fameuse balançoire à 3 planches de tout à l'heure. Donc là, dans mon cas, je veux une maison de 90 mètres carrés avec 2 chambres pour un budget de 300 000 € maximum. À partir de cette définition-là, on ne peut pas construire ma maison. Ce n'est pas exhaustif, on peut rien en faire. C'est bien mignon, c'est le début, mais grosso modo, le projet, il ne peut pas démarrer qu'avec ça. Donc on va passer classiquement dans une phase de conception. C'est la phase où le client, avec son fournisseur, va détailler l'intégralité des besoins qu'il a. Au moindre détail près, on va choisir les matériaux, on va choisir les couleurs, on va choisir donc le prix, puisqu'on va choisir la marque, le modèle, du carrelage, de la peinture, etc. On va arriver à un cahier des charges très détaillé. Pour tous ceux qui ont déjà fait du projet complexe, on a des centaines et des centaines de pages sur certains cahiers des charges. On est en train de rédiger ça, on n'a pas commencé à faire quoi que ce soit à part la rédaction de ça. Une fois qu'on a tout rédigé, tout détaillé, on contractualise ce qu'on a détaillé ensemble avec notre fournisseur. Et uniquement quand on a fait ça, on passe à la phase de réalisation. Donc c'est la phase où mon fournisseur va construire ma maison. Une fois qu'il a construit sa maison, à sa façon, puisqu'il a sa façon de faire, son expertise, ses équipes, il gère sa logistique comme il a l'habitude de le faire. Une fois que la réalisation est faite, on va valider ce qui a été réalisé. Donc dans le cadre de ma maison, je vais aller sur mon chantier et mon fournisseur va me demander si tout me convient. Donc je vais inspecter tout ça, vérifier que ça me correspond et puis valider ou pas la livraison de ma maison neuve. En général, cette phase-là n'est pas transparente. C'est pas une journée, je viens, je regarde tout, je valide, c'est fini. Souvent, dans le cas de projets complexes,
il va y avoir des allers-retours. Puisque quand je vais arriver sur mon chantier, je vais me rendre compte qu'il y a une porte qui est mal mise, qui ne ferme pas bien, qu'il y a des prises électriques qui n'ont pas été complètement terminées, que potentiellement la couleur de la peinture de la chambre de ma fille n'est pas la bonne, etc., etc. Donc il y aura sans doute, suite à la visite chantier, une petite phase d'aller-retour où mon fournisseur va devoir faire quelques ajustements avant de vraiment pouvoir me livrer ma maison. Une fois que ça c'est fait, on a, donc en informatique on va parler de déploiement, là dans le cadre de ma maison c'est la remise de mes clés. Mon fournisseur va me rendre mes clés, va quitter le chantier et je vais pouvoir du coup emménager dans ma maison. Tout ça, classique. En termes de durée, qu'est-ce que ça donne? En termes de durée, les phases, donc elles se suivent, mais elles n'ont pas toutes la même durée. On a une phase de conception qui prend quand même pas mal de temps, puisque c'est là où on va détailler tout ce qu'on fait avec notre fournisseur. On va choisir les matériaux, choisir absolument toute la forme de la maison. On laisse, entre guillemets, rien n'est dans le doute, tout est vraiment carré. Donc cette phase-là prend beaucoup de temps, mais ce n'est pas la plus longue dans un projet complexe. Dans un projet complexe, la phase la plus longue, c'est la phase de réalisation. Et ce qui peut parfois créer des difficultés, c'est que cette phase de réalisation est souvent la phase donc la plus longue, la plus complexe, et celle où le client est le moins souvent impliqué. Vous allez me dire, oui, mais je peux aller visiter mon chantier. C'est vrai, vous pouvez dans le cadre d'une maison aller, quand vous le souhaitez, sur votre terrain, visiter votre chantier. Par contre, si vous êtes en train de faire un site e-commerce, ça va être un petit peu plus compliqué d'aller chez votre fournisseur, lui demander d'aller regarder comment il est fait le site internet. Alors bien sûr, vous pouvez demander des démonstrations à votre fournisseur, on n'est pas complètement dans un effet tunnel à 100%, mais c'est plus complexe, c'est moins simple, et entre autres parce que le fournisseur, il s'engage sur un forfait, il va livrer ce qu'il s'est engagé de livrer, mais pas forcément avec des étapes intermédiaires. On va le voir juste là. Qu'est-ce qui se passe si je change d'avis? Donc mon constructeur, il est en train de fabriquer ma maison, de construire ma maison, et moi je change d'avis. Je veux plus de piscine. Je veux plus de piscine parce que je veux une troisième chambre à la place pour que mes deux enfants ne partagent pas la même chambre. Comment je fais? Il se peut que mon fournisseur me dise « Je suis vraiment désolée madame, j'ai déjà creusé la piscine en fait ». Et pourquoi il va me dire ça? Il va me dire ça parce que dans la construction classique d'une maison pour lui, il est tout à fait logique de mutualiser certains chantiers et en même temps qu'il est en train de creuser les fondations, il va creuser ma piscine. C'est les mêmes typologies de métiers, c'est le même matériel, c'est le même tractopelle. Il ne va pas s'embêter à le faire revenir plus tard. Il est là le tractopelle, je creuse les fondations, je creuse la piscine. De la même façon, pour la dalle, je suis en train de couler la dalle de la maison, je vais couler la dalle de la piscine. Et en soi, c'est pas bête. C'est pas bête de faire comme ça. Mais pour le client, est-ce que c'est ça qui m'apporte le plus d'intérêt? Pas forcément. Là, je voulais arrêter ma piscine, je suis coincée. Soit je dois payer en plus pour ma chambre, puisqu'on a déjà engagé des travaux sur ma piscine, soit je dois ne pas faire ma chambre parce que j'ai absolument pas les moyens d'aller au-delà de ce que j'avais prévu au départ, soit je veux ma chambre, je la paye et on va déconstruire ma piscine, donc ça va me coûter encore plus cher, parce qu'une piscine à moitié faite, qu'est-ce que j'en fais? Ou je vais la laisser à moitié faite, suffisamment longtemps, au cas où un jour j'ai le budget pour la terminer. Donc on va avoir une modification du périmètre, on va dire, donc de mon fameux cahier des charges, qui est plutôt compliqué. Trois choses du coup à retenir sur ce cas particulier de la maison. On ne maîtrise pas, et pas que de la maison d'ailleurs, on ne maîtrise pas en tant que client l'ordre dans lequel les choses sont faites. Quand on va contractualiser un forfait avec un fournisseur, c'est lui qui gère sa logistique. C'est lui qui gère ses ressources, c'est lui qui gère l'ordre dans lequel il va travailler parce que ça lui facilite la vie, parce que c'est plus simple pour lui. Donc la plupart du temps, c'est pas forcément gênant. Dans le cadre là de mon changement, ça m'a mis l'épine dans le pied. Le deuxième sujet, c'est qu'on peut rarement modifier le périmètre sans avoir des impacts. Quand on va modifier le périmètre, on a souvent des impacts de budget, de délai, voire donc des surcoûts dans le cas de ma piscine, voire du coup on ne peut pas modifier dans le budget alloué le projet de départ. Pourtant, il s'est passé des mois entre le moment où j'ai défini ma maison et le moment où j'ai décidé d'annuler ma piscine. Il s'est passé des mois, donc on aurait pu se dire que le changement allait sans doute arriver. La probabilité que le changement arrive était quand même assez conséquente. Cependant, elle n'est pas forcément prévue dans ce genre de projet dit classique. Et ensuite, il y a un effet tunnel, même s'il n'est pas complet. Il existe un effet tunnel pendant la phase de réalisation qui fait que pendant cette phase-là, vous ne voyez pas forcément ce qui est fait, ni dans quelle façon c'est fait, ni dans quel ordre c'est fait. Vous n'êtes pas toujours consulté. Vous pouvez le demander, mais en tout cas, vous n'êtes pas impliqué autant que vous le serez si vous le faisiez en agile.
Et après la remise des clés, qu'est-ce qui se passe? En fait, dans un projet dit classique, on a 2 phases. On a une phase de projet, donc c'est la phase qu'on a vue précédemment avec les 5 grandes étapes. Et on a une phase derrière qu'on va appeler, en tout cas en informatique, qu'on appelle la maintenance. Dans le cadre d'un projet classique, le projet s'arrête à la fin du projet. C'est-à-dire que la maintenance n'est pas inclue dans la partie projet. Cependant, dans la vie de votre site e-commerce, par exemple, cette maintenance, elle est indispensable. Vous ne pouvez pas faire un projet de site e-commerce, le mettre en production et ne pas avoir prévu la maintenance. Pourquoi? Parce que si 2 jours après que vous avez lancé votre site, il tombe en panne et que vous n'avez pas contractualisé de maintenance, votre site il reste en panne et il n'y aura personne pour le remonter. Donc, il faut prévoir après le projet une phase, un contrat de maintenance dite évolutive et corrective. Et en plus de cette phase de maintenance évolutive et corrective, si vous avez une grosse évolution à faire, donc si après avoir habité 2 ans dans ma maison, je souhaite refaire complètement mon jardin, le paysager, faire une terrasse, une pergola, un jacuzzi, etc., je repars sur un projet classique. Je vais redéfinir, je vais reconcevoir avec mon fournisseur, je vais lui redonner les clés, il va refaire une phase de réalisation, il va me demander de valider le chantier terminé, etc., etc. Donc, les évolutions sont des projets à part entière, selon la taille de l'évolution. Les grandes évolutions se retrouvent dans un cas de projet à part entière. Plus le projet est petit, donc la construction de mon jardin, de ma pergola, etc., est quand même moins conséquente que la construction de ma maison, donc il y a moins de risque de le faire en projet classique. Cela dit, il faudra quand même que je le fasse en projet. Quels sont les intérêts de l'agile par rapport à ça? L'intérêt de l'agilité, l'un des premiers, c'est de démarrer à livrer plus tôt et de la valeur, tout de suite. C'est-à-dire que cette échéance-là, donc le début de la réalisation qui ne se fait en projet classique qu'après avoir terminé la conception, l'idée en agile, c'est que ce début de réalisation, il soit beaucoup plus proche de moi, beaucoup plus en amont. De la même façon, on va vouloir éviter le fameux effet tunnel pour que le client ne soit pas déçu de ce qu'on lui aura livré à la fin et ne soit pas, entre guillemets, stressé de ne pas voir avancer son chantier comme il le souhaiterait. Donc, cette phase-là de demande de validation client, qui n'a lieu en général qu'à la fin de la réalisation, on va vouloir aussi l'avancer. Plus tôt le client voit, plus tôt le client valide, moins il y a de chances qu'on se soit trompé de chemin, trompé de façon de faire. Troisième point, on va s'adapter au changement. Tout à l'heure, j'ai demandé à ce qu'on arrête de faire ma piscine. On m'a dit, oui, on peut le faire, mais la piscine elle est à moitié faite. Donc la demande du changement qui est soit refusée, soit compliquée dans un projet classique, va être complètement acceptée et absorbée dans un projet agile. Donc ça veut dire que ce point-là, qui était en fait une épine pour le client, ne le sera en théorie plus en agilité. Alors l'agilité, c'est pas magique, hein. On peut pas on n'est pas chez les bisounours, mais on anticipe suffisamment le besoin d'évolution, de grosses évolutions pendant le projet, pour qu'il soit le mieux intégré possible, le plus transparent pour le client, à moindre coût, sans rajouter forcément du délai. On va voir comment après. Donc en fait, en agile, si on regarde plus concrètement, au lieu d'avoir ces phases-là qui se suivent les unes après les autres avec des délais plus ou moins longs, on va en fait découper notre projet, notre gros projet complexe de créer une maison, on va le découper en mini-projets. En informatique, on va plutôt parler de versions, mais là, dans le cadre de la maison, je vais parler de mini-projets. Pourquoi on va le découper en mini-projets? Pour ce que je viens de vous dire, rapprocher mes jalons plutôt vers moi et pas les pousser dans le temps. Donc si on met des mini-projets les uns à la suite des autres, au lieu de déployer tout à la fin, je peux déployer plus tôt. Par contre, bien sûr, à la fin de mon premier mini-projet, je ne vais pas déployer l'ensemble de ma maison. Je n'ai pas fini ma maison, puisque j'ai subdivisé en petits projets. Par contre, j'ai quand même quelque chose à livrer à mon client à ce moment-là. Et pareil à la fin de mon deuxième mini-projet, pareil à la fin de mon troisième mini-projet. Vous allez voir, c'est théorique pour l'instant, mais ça le sera beaucoup moins après. En plus de ça, pour encore plus rapprocher mes délais, pour avoir un client impliqué plus souvent, pour lui montrer qu'on travaille, qu'on lui donne de la valeur, qu'on fait avancer son besoin dans le bon sens, on va paralléliser certaines phases. Dans chaque mini-projet, on a les mêmes phases que sur un projet classique, sauf qu'elles sont condensées puisque le périmètre est plus petit. Et donc non seulement on les condense dans des mini-projets, on va surtout les paralléliser. Donc il y a des choses du mini-projet 2 que je vais commencer à faire alors que je n'ai pas fini le mini-projet 1. Alors ça paraît, on va se dire, mais ça fait beaucoup de boulot d'un coup, je ne suis pas sûre d'y arriver. C'est tout à fait possible, parce qu'en fait on a des ressources qui ne vont pas être les mêmes sur chacune des phases du projet. En conception, on va beaucoup impliquer le client. Et on a besoin de savoir qu'est-ce qu'il veut, quelle est la couleur de la chambre. Ce n'est pas au fournisseur de le dire. Est-ce que vous voulez le plan de la maison soit comme ci, comme ça? Ce n'est pas au fournisseur de le dire. Il peut préconiser des choses, mais on a besoin du client pour faire ça.
Par contre, sur la réalisation, le client a moins besoin d'être là. Ce n'est pas lui qui va construire sa maison. Il sera là pour valider les étapes, mais il ne sera pas là pour construire concrètement sa maison. Donc, si on parallélise les bonnes phases, on n'a pas besoin d'une équipe plus grosse, on a juste besoin d'une équipe organisée différemment. Pourquoi on fait ça comme ça? Pourquoi on parallélise les phases des différents mini-projets? Tout simplement pour atteindre notre but, qui est le but premier de l'agilité qu'on a vu tout à l'heure, livrer rapidement et régulièrement des fonctionnalités à grande valeur ajoutée à mon client. Et quand on dit au client, si on prend des projets numériques, on parle aussi des utilisateurs qui sont derrière ces usages. Un client n'a aucun intérêt d'avoir un site qui lui convient parfaitement, mais qui ne répond à aucun usage de ses utilisateurs. Grosso modo, ça ne répond pas à son besoin puisqu'il ne fait pas de business. Donc, quand on dit livraison au client, c'est au client dans son contexte, dans sa stratégie produit, et donc ça implique les utilisateurs. Donc si on rentre dans le détail, parce que là vous allez me dire, vous avez super les mini-projets, on fait comment? On fait comme ça. C'est-à-dire que chaque mini-projet, donc dans chaque mini-projet, on a exactement les mêmes phases que dans le projet classique, elles sont juste organisées différemment. On aura toujours au démarrage d'un projet complexe une phase de définition. On ne peut pas démarrer un projet sans que le client ait défini ce qu'il veut, au moins dans les grandes lignes. Cette phase-là, elle est quasi incompressible, même en agile, et elle a besoin donc d'exister au démarrage du premier mini-projet. Par contre, les autres phases, donc on va les diviser et on va les paralléliser. Donc on va avoir besoin de concevoir un petit peu avant de démarrer quoi que ce soit. On ne peut pas commencer à construire une maison si on n'a pas un petit peu une idée de ce que le client veut. Par contre, on ne va pas tout concevoir d'un coup. On va concevoir que ce qui est nécessaire pour faire le premier mini-projet. Et donc une fois qu'on a conçu ça, on va rentrer dans une phase de réalisation. Et pendant qu'on va réaliser le premier mini-projet, pendant que le maçon va être en train de faire mes murs, par exemple, je vais avoir une autre équipe, ou un autre bout de l'équipe qui va travailler avec le client sur la conception du reste. Ce n'est pas les mêmes personnes, ce n'est pas forcément les mêmes thématiques. On va potentiellement avoir besoin du maçon pour faire la conception du mini-projet 2, mais on ne va pas en avoir besoin à 100%. Donc il va construire ma maison, la réalisation là, du mini-projet 1, mais en parallèle de ça, ponctuellement, on va le faire intervenir sur la conception du projet 2. Et de la même façon, le client il va être quasiment impliqué que dans la conception du mini-projet 2, mais de temps en temps, on va lui demander d'aller valider la réalisation du mini-projet 1. Donc en termes de ressources, on a les mêmes personnes qui travaillent ensemble, mais pas forcément sur les mêmes phases en même temps, ou du moins pas avec la même proportion de leur implication sur ces phases-là. Donc sur la réalisation, donc là je vous ai mis des espèces de petites flèches en spirale, ça représente, on en parlera un petit peu en détail tout à l'heure, des incréments. C'est-à-dire que quand on a vu donc, le but de l'agilité, livrer rapidement, ok, si je fais des mini-projets, je livre plus rapidement. Par contre, on a parlé aussi de régulièrement. Donc il faut qu'on livre régulièrement pour donner de la visibilité au client. Et pour livrer régulièrement, on va encore subdiviser la réalisation de mon mini-projet 1 en plusieurs micro-réalisations. On va voir tout à l'heure en détail, mais du coup, ça va nous permettre donc, de faire des boucles de réalisation à la fin desquelles on va demander au client de valider chacune de ces réalisations-là. Et en parallèle de quoi, on a de l'adaptation et de la maintenance. Pourquoi? Parce qu'une fois que j'ai livré mon premier incrément, celui-là, il sera en maintenance. Et si, quand je suis à mon troisième incrément, je décide de changer quelque chose que j'ai fait dans le premier, je vais pouvoir aussi le faire sans avoir à attendre la fin de mon mini-projet 12. Puisqu'on est dans une façon de faire itérative qui nous permet de nous adapter. Alors c'est assez théorique, on va détailler phase par phase, je pense que vous allez un petit peu y voir plus clair. Est-ce que pour l'instant ça va déjà? J'ai perdu personne, ça va, chouette. Pour faire ça, concrètement en Agile, on va introduire 4 notions. Je ne vais pas dire qu'elles n'existent pas dans un projet classique, mais qui sont beaucoup moins marquées, on va dire, dans un projet classique. Donc on a vu qu'on devait concevoir au fur et à mesure, pour satisfaire le client, etc., etc. Pour pouvoir le faire correctement, on introduit une notion de priorisation. On verra qu'en Agile, c'est indispensable de prioriser ce qu'on va faire. On a besoin donc de livrer régulièrement, c'est un des buts de l'agilité. Pour faire ça, on va intégrer donc cette notion de petit cycle qu'on va appeler des itérations. On va aussi détailler un petit peu ça tout à l'heure. C'est indispensable en Agile, il faut itérer. On veut aussi valider régulièrement avec le client. Donc pour ça, on va introduire une notion d'inspection. Le client va venir inspecter ce qu'on fait. Alors c'est un mot un peu dur parfois, mais il va vraiment venir vérifier ce qu'on fait régulièrement pour dire qu'on est dans la bonne direction, qu'on s'est bien compris et que le projet va dans le bon sens. Il y a un autre sujet important à travers la notion d'inspection, c'est l'inspection de l'organisation de l'équipe. Je vous ai dit tout à l'heure que l'équipe c'était extrêmement important, donc je reviens un petit peu là-dessus. À chaque itération, l'équipe
du fournisseur. Donc, dans le cadre d'un projet e-commerce, une équipe peut-être Scrum ou autre. Dans le cadre de la maison, l'équipe de mon créateur de maison, donc les maçons, les électriciens, les plombiers, etc. Ils vont se réunir à chaque fin de petite itération pour se demander qu'est-ce qui a bien marché dans la façon dont on travaille aujourd'hui, qu'est-ce qui a moins bien marché, pourquoi, comment, qu'est-ce qu'on peut faire pour aller mieux. En fait, l'équipe va s'auto-critiquer sur sa façon de fonctionner. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas deux équipes pareilles. Ici, aujourd'hui, voilà, vous avez une promo. La promo avant vous, ce n'était pas la même. Potentiellement, même en cours de route, votre promo va peut-être évoluer. Et vous avez tous des personnalités, des expertises, des expériences différentes qui font qu'aujourd'hui, vous êtes unique. Votre promo, elle est unique. Donc, de la même façon, il n'y a pas deux équipes identiques. Donc, pour que ces équipes fonctionnent bien ensemble, elles vont devoir s'apprivoiser quelque part quand c'est des nouvelles équipes, ou voir s'améliorer en continu quand c'est des équipes existantes. Elles peuvent toujours s'améliorer. Et donc, il y a dans l'inspection, je sais, je dis beaucoup donc, mais bon, dans l'inspection, on a ce besoin que l'équipe s'améliore et donc se challenge elle-même pour améliorer son organisation. Donc c'est l'inspection, donc je refais pour que ce soit plus synthétique. Inspection 2 points, inspection du travail fait, inspection de l'organisation de l'équipe. Et la quatrième notion qu'on introduit, c'est l'adaptation. Puisqu'on a dit que dans l'agilité, le changement était un fait, il y aura du changement. Pour que ce changement soit pris en compte le mieux possible, on va intégrer une notion d'adaptation et on va voir en détail comment on fait pour accepter cette adaptation. Concevoir. Donc là, on va se concentrer sur comment on fait de la conception en agile. Donc on a bien vu qu'on divisait cette phase, on sait qu'on la divise pour pouvoir du coup avoir une livraison qui est plus rapide. On sait aussi qu'on va diviser et on va prioriser, puisqu'on va faire entrer cette notion-là maintenant. On va prioriser pour pouvoir apporter de la grande valeur. Comment on priorise en agile? On part de la définition du client, qui est la même qu'il a fait dans son projet classique. Le client, il n'a pas de raison de changer de définition. Il a toujours besoin d'une maison de 90 mètres carrés avec 2 chambres pour un budget maximum de 300 000 €. Avant de concevoir, de faire le cahier des charges détaillé de ma maison, on va demander au client de prioriser les travaux. Qu'est-ce qu'on entend quand on demande à un client de prioriser les travaux? C'est quelles sont les choses qui sont les plus importantes pour vous. Et comme une liste classique, la liste au Père Noël quand vous étiez petit, je veux ça, machin, de la même façon, il va prioriser ses travaux. Moi, j'ai d'abord besoin de ça c'est un petit peu moins important, et la piscine, je la mets en dernier. Il n'y a pas deux clients qui priorisent de la même façon. J'aurais pu dire, moi la piscine, c'est quasi tout de suite, c'est mon rêve de gamin, si j'ai pas ma piscine, je suis triste. Bon, voilà, chaque client priorise comme il veut. Là, j'ai fait une priorisation un petit peu classique. Moi, mon but premier quand j'achète cette maison-là, c'est de déménager très très vite de mon appartement parce que je ne veux pas payer un loyer alors que j'ai un crédit immobilier à côté. Donc, mon premier but, c'est d'avoir un toit sur ma tête et avoir une maison suffisamment fonctionnelle pour y vivre. Donc, j'ai priorisé ce qu'on appelle souvent le MVP, Minimum Viable Product. Quel est le minimum vital dont j'ai besoin pour avoir mon produit qui fonctionne? Donc ma maison, moi personnellement, quand je suis cliente de ce projet, je considère qu'elle est viable à partir du moment que j'ai ma cuisine, ma salle de bain, mes toilettes et mes 2 chambres. Et mes 2 chambres en totalité, parce que je veux qu'elles soient super cosy, mes chambres, parce que je n'emménagerai pas dans un endroit où je ne me sens pas bien. C'est ma définition, chacun son truc. Donc ça, c'est mon MVP à moi. Ce qui est intéressant quand on voit ça comme ça, c'est que peu importe du coup à quel moment je vais livrer mon client, je suis obligée de respecter sa priorisation. Donc, quelque part, on maîtrise l'ordre dans lequel on travaille. J'aurai un petit peu moins, on verra après, l'effet de la piscine ratée de tout à l'heure. Donc, qui priorise et comment on priorise cette liste de travaux? Donc, la liste de travaux priorisés, souvent vous entendrez parler de backlog, donc c'est un terme agile qui revient souvent. Ça représente vraiment ça, le backlog, c'est la liste des travaux priorisés, plus ou moins détaillée selon la phase du projet dans laquelle on est. Ça sera toujours le client qui donnera la priorisation, puisque c'est quand même son projet. Par contre, elle sera systématiquement challengée par les équipes. Une priorisation qui n'est pas challengée par les équipes, en général, c'est une priorisation qui n'est pas la meilleure possible. Je reprends l'idée de la balançoire. Si on avait écouté les équipes techniques, si on avait mieux parlé avec notre client, peut-être qu'on aurait mis un pneu avant de faire une usine à gaz. Donc là, la priorisation, elle sera challengée par l'équipe, ce qui fait que le backlog, j'allais dire le backlog final, mais il n'y a jamais de fin à un backlog, on verra après. Le backlog final, c'est un compromis entre le besoin du client et les éléments techniques de l'équipe, qui fait que du coup, on a un backlog en général qui est beaucoup plus fourni, qui est beaucoup plus cohérent que si on avait demandé à un client tout seul
de définir l'ensemble des travaux nécessaires. En quoi cette équipe du coup technique va nous aider? Pardon, je reviens en arrière. Hop. Elle va nous apporter déjà des prérequis techniques. Ce n'est pas au client de savoir que pour construire une maison, il faut viabiliser un terrain, il faut faire des fondations, il faut construire une dalle, etc. Ça, bon, on le sait peut-être parce qu'on a peut-être vécu ça dans nos contextes respectifs, mais ce n'est pas notre expertise. Moi, je ne sais pas construire une maison. Donc l'équipe technique, elle est indispensable déjà pour ça, puisqu'il va y avoir des prérequis techniques que seule cette équipe-là, par son expertise et son expérience, saura identifier, mais aussi parce qu'ils ont l'habitude de faire des maisons, ils vont pouvoir me proposer des priorisations un petit peu différentes. Moi qui voulais tout à l'heure faire ma maison pièce par pièce, ils vont peut-être me dire bah, écoutez madame, faites l'électricité d'un seul coup, faites la plomberie d'un seul coup, parce que même si on n'a pas fini votre salon, puisqu'il n'est pas prévu au MVP, il est prévu en V1, même si on n'a pas fini votre salon, vous aurez au moins déjà la lumière dans cette pièce-là, et après, même s'il n'y a pas les meubles, même s'il n'y a pas le carrelage, même s'il n'y a pas la peinture, vous avez déjà une pièce qui est un tout petit peu plus viable que si on n'avait pas mis l'électricité dedans, et nous, techniquement, c'est beaucoup plus simple pour nous de le faire comme ça. Donc, c'est un compromis entre les besoins techniques, la façon de faire, l'expérience de l'équipe technique et les besoins du client. Et quand vous êtes en interne, quand l'équipe du coup est en fait c'est vos collègues, c'est d'autant plus visible, c'est d'autant plus important d'avoir ce challenge-là pour qu'on soit tous alignés sur le produit qu'on est en train de construire. Donc, une fois qu'on a priorisé, on va venir affiner notre backlog. Il n'y a pas de magie en agile, on ne peut pas passer d'un backlog tout simple à une maison qu'on est en train de construire. On va faire comme dans un projet classique, on va devoir aller à un moment donné, donner les détails sur l'ensemble des éléments dont on a besoin. Si je ne dis jamais à mon fournisseur quel type de carrelage je veux, il ne va pas me le poser, hein, ça c'est certain. Donc on va avoir cette phase d'affinage. Et comme dans un projet classique, on va prendre travaux par travaux et on va tout détailler. Tout, mais sur le MVP. Parce que le détail des fonctionnalités et des travaux nécessaires pour les versions suivantes, je vais le faire après. Je n'ai pas besoin de savoir la typologie de carrelage que je vais mettre dans ma piscine quand mon but en MVP, c'est de construire un toit, 4 murs, une salle de bain et des chambres. Donc cette partie-là, je peux très bien la faire pendant que les équipes de mon fournisseur sont en train de construire mes murs. Donc c'est là qu'on voit qu'on parallélise la conception. Donc la conception détaillée des éléments suivants, je la ferai au moment où on sera en train de réaliser les éléments précédents pour gagner du temps. Je travaille en temps masqué. Maîtriser le budget. Beaucoup de gens me disent « Oui, mais Caroline, si je ne priorise pas tout correctement et que je ne détaille pas tout correctement, comment je peux maîtriser mon budget dans un projet agile? Puisque je ne sais pas trop ce que je vais faire pour ma piscine, donc le budget de la piscine, je ne le maîtriserai jamais. » C'est faux. En agilité, on maîtrise son budget. Peut-être un tout petit peu moins bien que dans un projet classique, puisqu'on ne va pas faire un forfait au démarrage, puisqu'on ne sait pas exactement le détail de chacun des éléments, mais on a quand même des outils qui nous permettent de maîtriser notre budget. Pour faire ça, on va faire des hypothèses de chiffrage sur l'ensemble des chantiers nécessaires. Donc pour l'ensemble des chantiers, on va faire des hypothèses, donc ça reste des hypothèses, ça reste du coup des chiffres moins fiables que s'ils étaient gravés dans le marbre, je vous l'accorde, mais il faut qu'ils soient là et il faut qu'on s'en serve pour pouvoir maîtriser son budget dans le temps. Je prends un exemple tout bête, le toit. Pour construire un toit, quel type d'hypothèse on va pouvoir faire? La typologie du toit, est-ce qu'il est 2 pans, 4 pans, végétalisé, californien? Déjà ça change en termes de matériaux, hein. Si je fais un toit avec des tuiles ou un toit plat sans tuiles, je ne vais pas directement aller dans les mêmes budgets, les mêmes façons de concevoir. Est-ce que j'ai une charpente, est-ce que j'ai pas de charpente? Enfin voilà, ce genre de choses-là, c'est des hypothèses qu'on va devoir prendre avec le client très tôt dans le projet pour pouvoir avoir une idée de à quoi déjà va ressembler son toit et du coup à combien devrait coûter son toit. Donc pour chaque élément, si on procède comme ça, par hypothèse, sous-hypothèse, etc., on va réussir à avoir un ordre d'idée. Donc votre toit, madame, il va coûter entre 15 000 et 25 000 euros. Alors oui, il y a une marge d'erreur, je vous l'accorde. Mais par contre, on va faire ça beaucoup plus rapidement que si on s'était fait le cahier des charges détaillé de 253 pages, avec chaque fournisseur, chaque marque, chaque modèle, chaque machin, à la virgule près. Sachant qu'en plus, si je change d'avis en cours de temps, tout le travail que j'ai fait sur le détail du carrelage de ma piscine part à la poubelle parce que je ne veux plus de carrelage en fait. Donc au final, on temporise et on temporise du coup le chiffrage dans le temps, puisqu'on en fait une grande partie au début avec une marge d'erreur plus ou moins fiable, et on va venir l'affiner au fur et à mesure du temps. Donc le chiffrage va évoluer en permanence, de la même façon que votre backlog va évoluer en permanence, que vous allez définir, redétailler des éléments en permanence. Tout bouge tout le temps.
Mais on maîtrise quand même tout ce qu'on fait, même si ça bouge. Exemple encore sur ma maison. Si quand on a fait le détail et les chiffrages de tous mes éléments, on me dit, madame, votre projet tel qu'il est là, avec les hypothèses, entre 280 000 et 330 000 euros. Je suis tout à fait en capacité de leur dire, c'est pas possible pour moi. Moi, j'ai 300 000, j'ai pas plus. Donc, déjà, si vous me dites 280, 330, il y a des grandes chances qu'il y ait une partie de ma maison que je ne peux pas faire. Donc, ça me dérange. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On ne va pas arrêter le projet. On va re-affiner nos hypothèses. Ah, donc, si vous ne pouvez pas dépasser les 300 000 euros, pas de souci. Qu'est-ce qu'on va pouvoir, entre guillemets, voir à la baisse? En général, on va aller sur des éléments qui sont des éléments assez bas dans le backlog, des choses qui m'intéressent moins, qui ont moins de valeur pour moi. Si la piscine, c'est mon dernier élément, ou ma façade, c'est mon dernier élément, est-ce que ça ne vaudrait pas le coup aussi de faire des hypothèses avec des matériaux peut-être moins chics ou une façon de construire une piscine moins personnalisée pour avoir quelque chose qui répond aux mêmes besoins, mais dans des coûts plus faibles? Ou sinon, je peux très bien dire, si on me dit 280, 330, écoutez, pour l'instant, ça me va. Moi, j'avais dit autour de 300 000, on part comme ça. Et au fur et à mesure que le projet avance, on va définir des choses de façon de plus en plus détaillée, ce qui va nous permettre d'ajuster nos hypothèses de chiffrage. Rien m'empêche à un moment donné de dire, tant que je n'ai pas construit mon toit, au final, je ne veux plus un toit avec des tuiles, je veux un toit plat. Je veux un toit végétalisé, je veux un toit plat. Eh bien, si je change d'avis, on me refait une hypothèse de chiffrage liée à mon nouveau besoin, qu'on intègre dans le chiffrage global de mon backlog, ce qui me donne un nouveau prix ou une nouvelle fourchette de prix globale. Et en fait, au fur et à mesure qu'on avance, on va toujours ajuster, vérifier qu'on rentre dans les clous d'un point de vue budgétaire. Donc en général, les projets agiles qui échouent d'un point de vue budgétaire, où on dit souvent « j'ai fait de l'agile, c'est super, mais alors en termes de budget, catastrophe, j'ai rien maîtrisé, ça m'a coûté une fortune, pourtant sur le papier, on n'a rien fait d'extravagant ». En général, on ne prend pas assez le temps de faire ça, ou on ne le fait pas assez bien, et c'est là en général qu'on va avoir des dérives de budget. C'est là aussi que l'équipe du fournisseur est indispensable. Quand l'équipe du fournisseur maîtrise absolument ce qu'ils font et qu'ils comprennent dans les détails quel est le besoin du client, à ce moment-là, ils sont dans la capacité de vous accompagner dans les hypothèses, parce que vous ne les ferez jamais tout seul, de vous accompagner dans les hypothèses pour qu'elles soient au plus proche de votre besoin. Et donc ça, c'est un travail qui est en général souvent sous-estimé, voire pas fait, voire mal fait, et c'est comme ça qu'on a des dérives de budget. Et en soi, si on le fait bien, on devrait ne pas avoir des grosses dérives de budget. Réaliser et valider. Donc comme on l'a vu, quand on réalise, on subdivise. Donc pour chacune des réalisations de mes différentes versions, je vais subdiviser le travail en plusieurs itérations. Ces itérations ont une particularité, elles font la même durée. Pourquoi elles font la même durée? Parce qu'on s'est promis en Agile qu'on allait livrer régulièrement. Donc pour livrer régulièrement, il faut une cadence. Pour avoir une cadence, on l'a mise dans cette itération. Donc l'équipe qui construit ma maison se donne une cadence peut-être d'un mois, et tous les mois, elle prévoit de faire un travail donné dans le mois, et à la fin du mois, elle va me demander de venir vérifier son travail. C'est comme ça qu'on peut livrer régulièrement. Valider. Donc à chaque fois qu'ils vont travailler sur quelque chose, ils vont le livrer et vont me demander de venir le valider. Donc le client, au lieu d'attendre que la réalisation soit finie, va être, donc si on avait dit tous les mois, va venir tous les mois sur le chantier vérifier que le travail a bien été fait, que ça correspond à ses attentes, qu'il n'y a pas d'incompréhension ou de dérive sur son projet. Je prends un exemple simple. À la fin de ma première itération, par exemple, on va venir me demander de vérifier ce qui a été fait. Donc à la fin de ma première itération, on en est à un terrain viabilisé, des fondations et des dalles. Une dalle qui est coulée. Je viens sur mon chantier, je vérifie que le travail est bien fait. Il y a des choses pour lesquelles je ne suis peut-être pas expert, mais il y a des choses sur lesquelles je peux me prononcer. J'ai demandé une maison de 90 mètres carrés. J'avais demandé une dalle de 9 par 10. Je me retrouve avec une dalle de 10 par 12. C'est bête. Différentes façons de faire. Soit on agrandit ma maison proportionnellement, c'est super, mais moi, je n'ai pas le budget de faire une maison de 120 mètres carrés. Soit on déconstruit le bout de dalle en trop, à moindre coût, puisqu'on s'en est rendu compte plus tôt, c'est mieux que de détruire ma maison de 120 mètres carrés une fois qu'on a mis les 4 murs autour. Ou sinon, je décide de garder ce bout de dalle en trop, parce que pourquoi pas, au final, ça me fait la base de ma terrasse. Mais par contre, attention, il faut bien faire des murs de 9 par 10. Parce que si on ne me fait pas mes murs de 9 par 10, moi, ma maison à l'intérieur, elle ne correspond plus du tout à mon projet. Donc, le fait d'inspecter souvent avec le client, ça va vous permettre de valider que vous n'avez pas fait de bêtises et que vous avez bien compris. En général, les équipes ne se trompent pas tant que ça, c'est plus un problème de compréhension. On s'est mal compris avec le client.
Alors parfois il y a des erreurs techniques, c'est le cas de ma dalle. Donc là, heureusement que le client avec un regard extérieur est venu et m'a permis en fait de me rendre compte, oui, d'une bêtise, ça arrive, et il m'a permis de la corriger très tôt. Soit ça permet juste de réconforter le client, de voir que ça avance dans le bon sens, et à nous de nous dire, on a bien compris ce qu'il voulait, c'est bon, on va dans la bonne direction. Sur une maison, ça fait sourire, sur un projet informatique, ça ne fait pas sourire du tout. Quand il y a des choix techniques qui sont mal faits, parce qu'on a mal compris ce que le client voulait faire, derrière, on peut avoir à terme des erreurs et des blocages en fait, qui sont vraiment importants. Et ça demande parfois de reconstruire de zéro le même site qui fait la même chose, qui a la même tête, parce que techniquement, on a fait les mauvais choix. Donc c'est très important pour l'équipe du fournisseur de comprendre ce que le client veut. Et on ne pourra pas demander à un client de vérifier des choses techniques, mais si on comprend bien son usage, sa projection dans le temps de sa stratégie, de son produit, on peut du coup réussir à avoir quelque chose qui est évolutif dans le sens du client. Déployer. Donc on a vu qu'on déployait chacun de nos mini-projets une fois que le mini-projet est terminé. Donc j'ai mon petit MVP, j'ai mes différentes itérations dans le cadre de mon MVP, et on va du coup déployer mon MVP. Simple. Ok, donc ça c'est super, on m'a donné les clés à la fin de mon MVP, j'ai ma maison. Ce qui est hyper intéressant en Agile, c'est que non seulement on peut déployer à la fin de chaque mini-projet, mais techniquement, on doit pouvoir déployer à la fin de chaque itération. C'est-à-dire que oui, j'avais défini que mon MVP c'était tout ça, mais si on arrive à la fin de l'itération 4, que du coup j'ai mon toit, ma maison, etc., jusqu'à mon électricité, je peux très bien dire, écoutez, j'en peux plus de payer mon loyer à côté, j'ai besoin d'investir les lieux, donnez-moi les clés, j'arrive. Alors oui, on n'a pas la cuisine, on n'a pas la salle de bain, on n'a pas les chambres. Mais je prends 2 matelas gonflables, un réchaud, et puis j'ai des copains qui m'invitent de temps en temps chez eux, et je peux habiter chez moi. C'est très important en Agile, chaque itération est livrable. Donc c'est des choses qui sont indépendantes, c'est vraiment des petits bouts, ça avance. Donc on définit en général dans un projet des mini-projets, mais en soi, on pourrait aller jusqu'à définir une itération égale un déploiement. On le voit beaucoup plus dans le monde du numérique, un peu moins dans cet exemple-là de maison, mais dans le monde du numérique, chaque incrément peut très bien être déployé par les équipes si ça apporte suffisamment de satisfaction au client à un moment donné de son contexte stratégique, projet, etc. Maintenir. Donc la maintenance, donc je ne vais pas m'attarder dessus, la maintenance en agilité, elle est faite au fur et à mesure. On en a parlé un tout petit peu tout à l'heure, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je vais livrer quelque chose à mon client, à partir du moment que cette chose-là est livrée, elle est en maintenance. Si on était dans le cadre de ma maison, on vient de me livrer la deuxième itération, et en fait je me rends compte qu'il y a des bouts de tuiles qui ne sont pas tout à fait aux normes, soit parce qu'il y a un problème de fabrication, soit parce qu'elles ont été mal posées sur mon toit. C'est pas grave, je peux directement, dans l'itération suivante, voire la prochaine, ça dépend de ce que je priorise, mettre en place ce correctif, quelque part, de mon toit. Je n'ai pas besoin d'attendre qu'on me livre ma maison neuve en mini-projet 12 pour pouvoir revenir sur la correction du toit qu'on a fait, on va dire, le mois précédent. Donc, on va simplement récupérer au fur et à mesure des itérations la partie corrective de mon chantier. De la même façon pour les petites évolutions. Toutes les petites évolutions qui arrivent au fur et à mesure, je peux très bien demander à mon équipe de les intégrer dans les itérations suivantes. Adapter. Adapter, donc, c'est l'un des points principaux de l'agilité, c'est de permettre à ce que dans un projet complexe, on s'adapte à moindre coût, sans révolutionner beaucoup de choses, sans refaire des contrats compliqués, sans refaire toute une partie de cahier des charges qui devient obsolète. Donc, l'adaptation est primordiale. Je reprends mon exemple de tout à l'heure. Je veux ma 3e chambre. Je veux ma 3e chambre parce que j'ai plus besoin de ma piscine et parce que j'ai pas envie que mes enfants dorment dans la même chambre. En général, en Agile, on va me dire pas de souci. Tout dépend bien sûr où est-ce que j'en suis de mon projet. On n'est pas non plus chez les bisounours. Mais si je suis en train de faire ma cuisine, rien ne m'empêche à ce stade-là, quand les équipes sont en train de construire la cuisine, par exemple, de rediviser les 2 chambres en 3, puisqu'on n'a pas commencé à travailler dessus, de potentiellement diviser mon salon en 2, avoir un salon plus petit et mettre une 3e chambre. Et si j'ai un budget supplémentaire, je peux même faire une extension pour prévoir ma 3e chambre. Théoriquement, vu qu'on n'a pas fait beaucoup d'efforts en termes de description détaillée de ces éléments-là, et que le budget est une hypothèse avec des chiffrages maîtrisés, avec on va dire une marge d'erreur, il y a peu de difficultés à ce que je fasse ça. On peut faire évoluer le périmètre en Agile. Par contre, on a toujours notre sujet du budget.
Alors c'est bien mignon de rajouter une troisième chambre, mais j'ai toujours mon budget qui, lui, ne va pas évoluer. Donc, on peut faire du troc en agile, c'est-à-dire qu'on peut adapter le périmètre. Je peux très bien dire, je ne veux plus ma piscine et je veux ma troisième chambre. Dans ce cas-là, contrairement à tout à l'heure, ma piscine, on était très très loin d'avoir commencé à travailler dessus. On ne l'avait pas détaillée, on ne savait pas où elle était, on n'a engagé aucun travail technique sur ma piscine. Donc je peux très bien l'enlever à moindre coût, ça ne me coûte rien, on a juste un petit peu passé du temps à concevoir sans plus. Et par contre, je peux passer du temps à venir définir mon nouveau salon plus petit pour inclure ma troisième chambre. Autre sujet important en Agile, on peut reprioriser sans que ça ait d'impact drastique sur le projet. J'avais ma chambre qui était prévue en même temps que mon salon, et avant d'avoir une troisième chambre, mon salon c'était une version 1, pardon. Depuis que j'ai besoin de ma troisième chambre, je demande à ce que ma troisième chambre soit la version 1. Elle est plus importante pour moi que mon salon et que tout le reste. Et donc, je la fais remonter dans mon backlog. Pareil, très peu d'impact, puisqu'on va concevoir au fur et à mesure, on va chiffrer au fur et à mesure, etc. etc. On ne peut pas dire qu'il n'y en a pas, mais il y en a très peu. Qu'est-ce qui se passe en fin de projet en Agile? En fait, en Agile, il n'y a pas de fin de projet. Tout à l'heure, il y avait une fin de projet, c'était on me fait ma maison neuve, on me donne mes clés, le fournisseur quitte le chantier et j'ai besoin d'une maintenance corrective et évolutive. En Agile, il n'y a pas vraiment à proprement parler de fin de projet puisque le projet ne se finit jamais. En Agile, tant que la maison existe, le projet existe. En fait, on est sur un cycle de vie complet et c'est pour ça qu'en Agile, vous entendrez très peu parler de projet, d'où la question du nom de la conférence projet dit Agile. On est plutôt sur des produits ou des services. Puisque la maintenance démarre au fur et à mesure qu'on livre des incréments, que l'adaptation est incluse, y compris grosse évolution, c'est très difficile de marquer la fin même d'un projet en Agile. Alors bien sûr, il y a des phases dans des projets agiles qui sont très évolutives, on va faire plein de nouvelles choses. Il y a des phases un peu plus mortes où on va être plutôt sur la maintenance du produit, etc. Mais à proprement parler, l'équipe ne s'arrête pas, le projet ne s'arrête pas, parce que le produit continue de vivre et continue d'avoir des besoins évolutifs, correctifs, etc. Donc tant qu'on n'a pas décommissionné notre outil, ou là tant que je n'ai pas rasé ma maison, en théorie, j'ai toujours une équipe qui est là et qui travaille sur qu'est-ce qu'on peut faire de mieux, comment on fait de mieux, comment on fait l'entretien de la tuyauterie, de l'électricité pour que ça continue de tourner et pour éviter que ma maison elle s'effondre par vétusté. C'est le même principe de la maison s'applique sur les projets informatiques. Et donc si je résume très rapidement, l'agilité, s'il y a des choses à retenir sur l'agilité, c'est ces 4 grandes thématiques-là. Le contexte d'un projet agile, c'est quasi systématiquement des projets dits complexes. Pourquoi? Parce que si un projet est simple, je vais faire qu'une seule itération. Si je fais qu'une seule itération, je suis sur un projet classique. À partir du moment que je fais plusieurs itérations, et que je peux faire plusieurs itérations, donc découper le périmètre, etc., il est intéressant, pas toujours nécessaire, mais intéressant de réfléchir à faire un projet en agile. Le but, alors celui-là je l'ai un peu rabâché, pardon, mais donc le but c'est de livrer rapidement et régulièrement des fonctionnalités à forte valeur ajoutée pour le client et ses utilisateurs. Comment on fait ça? On découpe le projet en sous-projets ou en versions, on appelle ça comme on veut, on va dire en moments clés de la vie du projet ou du produit. On parallélise certaines phases parce que ce n'est pas les mêmes personnes qui travaillent dessus, donc on gagne du temps. Et on introduit donc les 4 notions qu'on a vues tout à l'heure: prioriser, itérer, inspecter, adapter. Et qui travaille sur un projet agile? Là, je refais mon petit blabla sur l'équipe, je suis désolée, ça me tient à cœur. Une équipe auto-organisée pluridisciplinaire. C'est écrit comme ça dans le manifeste agile, j'y suis pour rien. Pourquoi auto-organisée et pluridisciplinaire? C'est l'histoire de l'équipe sportive. Une équipe agile, c'est une équipe sportive. C'est des gens qui bossent ensemble, en toute confiance, en toute transparence, qui sont en capacité de savoir les lacunes et les expertises de chacun. En agile, on n'a pas peur de dire qu'on ne sait pas faire. On n'a pas peur de dire qu'on s'est trompé. On n'a pas peur de dire qu'on a besoin d'aide. Pourquoi on est comme ça dans une équipe agile? Parce que vu qu'on livre très régulièrement, ça se voit tout de suite de toute façon si on n'a pas réussi. Et qu'il n'y a pas de honte à ne pas savoir faire, il n'y a pas de honte à ne pas réussir à faire exactement comme on avait prévu. On est tous humains, on tente des choses, parfois ça ne fonctionne pas. Et en fait, les forces des équipes agiles, c'est de savoir travailler comme ça et du coup, d'apporter toujours de la valeur aux clients. Rares sont les clients qui vont vous dire vous m'avez dit que vous êtes trompé, c'est inadmissible, on arrête tout. Non, plutôt vous lui dites que vous êtes trompé, plutôt vous rectifiez le coup, moins ça va lui coûter cher, moins il va être déçu à la fin, on ne met rien sous le tapis en agile. On ne peut pas.
Sinon, on n'est plus dans de l'agilité, on n'est plus dans quelque chose de régulier, où on montre patte blanche régulièrement au client, où on s'auto-challenge, on s'auto-critique et où on s'adapte. Si on ne comprend pas qu'en agilité, on fait de l'amélioration continue, on n'est peut-être pas prêt à faire de l'agilité. Pourquoi je dis ça et pourquoi je le dis comme ça? Parce que souvent, dans les transformations agiles dans des sociétés, dans des services, dans des projets, ce qui pêche, ce n'est pas la mise en place de la méthode, c'est l'humain. Parce qu'on va demander à des gens qui ont une façon de fonctionner qui est différente de celle qui est demandée en agile, et parfois ça ne matche pas. Alors je ne vais pas dire que les gens qui ne font pas d'agile ne sont pas des gens, bien loin de là, hein. Ce n'est pas du tout ce que j'ai dit. Ce que je veux dire, c'est que l'agilité apporte des façons de travailler qui sont différentes et qui sont parfois pas celles qui correspondent aux personnes qui sont en place dans l'entreprise à un instant T. Il y a des personnes qui ont très peur d'assumer le fait de ne pas réussir à faire quelque chose. Et ce n'est pas de leur faute, c'est pas grave, mais c'est comme ça. Donc on touche en fait aux valeurs un petit peu des personnes, on touche aux personnalités des gens, donc il faut que ça matche. Si vous allez faire, je ne sais pas, une équipe de foot et que vous êtes parti du principe que vous n'êtes pas là pour vous challenger, ça va être compliqué. Et ben là voilà, c'est vraiment une équipe sportive, c'est-à-dire que vous êtes là pour toujours vous challenger. Dans une équipe agile, les intervenants entre eux se challengent en permanence, même sur des choses qui ne sont pas de leur expertise. Je prends les questions. Même sur les choses qui ne sont pas de leur expertise. C'est très important, pourquoi? Parce qu'on n'a pas la science infuse. Comment? Je prends les questions juste après, si tu me permets, je finis ça, mais je la note, pas de souci. Donc du coup, voilà. Donc, cette équipe est hyper importante. Donc, dans les transformations agiles, si vous êtes amené à en faire une dans une entreprise ou si vous voulez mettre un projet agile dans une structure qui n'a pas encore ce genre de choses-là, pensez à ce qui est important, le plus important, donc c'est l'équipe, la façon dont elle fonctionne, la façon dont elle communique et surtout de travailler en confiance avec le client et en transparence en interne. La transparence fait partie des sujets, entre autres en Scrum, qui sont très fortement repris et qui font un des piliers du Scrum. Et bien sûr, donc là je le redis, mais je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, il faut travailler donc en collaboration très étroite avec son client et les représentants utilisateurs, ou les utilisateurs eux-mêmes quand on peut y avoir accès. Donc ça, c'est vraiment des choses qui sont indispensables. Le client va être impliqué, et en général, voilà, si on ne démarre pas on va dire un projet en agile, si on sait que le client ne sera pas présent, ne sera pas disponible, ou s'il n'a pas délégué quelqu'un pour avoir sa représentation. Puisqu'en fait, si vous faites au fur et à mesure que la personne n'est jamais là et qu'au bout de 6 mois, 1 an, elle débarque, elle dit « c'est pas du tout ce que je voulais », voilà. Il faut qu'elle ait délégué son pouvoir, on va dire, de validation à quelqu'un qui, lui, sera disponible régulièrement, puisque c'est l'objectif. On ne peut pas demander à un fournisseur de livrer régulièrement si on n'est pas capable de tenir la régularité qu'on lui impose. Et là, donc là, il me reste 5-6 petites minutes, là, vous allez me dire « c'est super tout ça, mais on n'a pas parlé d'agilité ». Il est où le Scrum? Il est où le poker planning? Il est où le truc là? Il y a un problème. Ben, il n'y a pas de problème. L'agilité théorique, c'est ça. C'est rien de plus que ça. Et en fait, dans la presse, on va dire, c'est un petit peu à la mode en ce moment, on a l'impression que l'agilité, c'est plein de choses. La base, c'est ça. Alors, il existe plein de choses, et on va en parler juste là pendant 3 minutes. Il existe des méthodes agiles, en effet. Il y en a diverses et variées, il y en a plusieurs dizaines. Là, j'en ai nommé que 3 qui sont celles qui reviennent le plus souvent, on va dire, dans la presse classique. Le Scrum, le Safe et l'Extreme Programming. Le Scrum, c'est plutôt au niveau d'un projet, même si on ne parle pas de projet, au niveau d'un produit. Le Safe, c'est au niveau d'une entreprise ou d'une organisation. Et l'Extreme Programming, c'est plutôt au cœur des équipes de développement informatique. Ces méthodes peuvent se mettre ensemble. On peut faire du Scrum et du Safe. En général, dans le Safe, il y a une partie qui est prévue pour être en Scrum. On peut très bien, dans une équipe Scrum, faire de l'Extreme Programming, puisque les équipes de développement, dans le Scrum, on n'explique pas comment ils travaillent, on leur donne un cadre plus global, mais ils peuvent très bien appliquer l'Extreme Programming en même temps qu'ils soient dans une équipe Scrum. C'est tout à fait possible. Le seul point qui est important dans les méthodes agiles, si vous voulez en pratiquer, parce qu'on a vu qu'on peut faire de l'agile sans ça, même si ce n'est pas toujours évident, si vous voulez les pratiquer, c'est les appliquer au pied de la lettre. Le Scrum Guide, il évolue de temps en temps, quasiment tous les ans il évolue. Moi à l'époque où j'ai passé ma certif, il faisait 60 pages, aujourd'hui il en fait 14. Donc la théorie Scrum, c'est 14 pages. Sur ces 14 pages, il n'y a rien à jeter et il n'y a rien à adapter. Si on veut faire du Scrum, on le fait tel qu'il est écrit dans le manuel. Après, il y a plein de choses qu'on peut adapter aux côtés. Par contre, la théorie du Scrum, on ne l'adapte pas. Je prends un exemple qui revient très 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 souvent,
c'est les rétrospectives en Scrum. Qu'est-ce que c'est qu'une rétrospective en Scrum? C'est le moment où l'équipe va se réunir pour, ce que je disais tout à l'heure, inspecter son travail. Est-ce qu'on a bien travaillé? Qu'est-ce qui a bien marché? Qu'est-ce qui n'a pas bien marché? Qu'est-ce qu'on pourrait faire différemment, etc. Souvent, ce rituel, on appelle ça un rituel, est mal vu ou on voit peu l'intérêt de ce rituel. Entre autres, quand on a une relation client-fournisseur avec un contrat, le client se dit « mais pourquoi je vais payer des gens pour qu'ils s'assoient autour d'une table, pour qu'ils apprennent à faire mieux? Je les paye déjà pour qu'ils soient excellents. Je ne vais pas les payer pour qu'ils se disent « on n'a pas été si excellent, on peut faire mieux ». Eh bien, c'est indispensable. Il faut faire des rétros en Scrum. Si on n'en fait pas, on n'est pas en train de faire du Scrum et en général, le dispositif va s'affaiblir, pour ne pas dire va imploser, parce que ces rituels sont indispensables au bon fonctionnement de l'équipe. Quand vous demandez à une équipe d'être au top de sa forme et de livrer tous les 15 jours quelque chose qui fonctionne, vous leur devez, entre guillemets, un petit temps pour lequel ils se posent, ils réfléchissent, ils prennent du recul, et ça fait en fait en général crever les abcès avant qu'ils deviennent énormes, etc. C'est indispensable. Donc dans ces méthodes, quand vous en appliquez une, il n'y a rien à jeter. Après, il y a des grandes structures qui, elles, ont décidé de créer des méthodes agiles. C'est le cas de Spotify, qui a créé une méthode qui s'appelle Spotify d'ailleurs, et qui est une méthode qui leur correspond. Ils ont mis quelques années à la créer. Par contre, une fois qu'ils l'ont définie et qu'elle leur correspond, ils ne la font que très peu évoluer. Le but, c'est pas de dire j'ai une méthode, je prends ce qui m'intéresse, je jette ce qui me dérange. Pas du tout. Il y a une méthode, il faut l'appliquer. Par contre, ce sur quoi vous pouvez agir et vous adapter, ce sont les outils agiles. Il y en a un paquet. Je ne suis pas sûre qu'il y ait une personne sur Terre qui les connaisse tous. Il y en a qui se créent au fur et à mesure. Chaque équipe crée ses propres outils. Là, je vous ai listé rapidement que certains outils qui servent à la priorisation, et entre guillemets quasiment qu'à la priorisation. Et parmi ceux-là, il n'y en a qu'un seul qui est obligatoire, c'est le backlog. Il y a beaucoup de gens qui croient que l'agile, c'est très très compliqué, parce qu'il faut faire du Scrum, et qu'en plus de faire le Scrum, je dois faire un story mapping, je dois faire du Moscou, je dois faire du poker planning, mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ce truc? Je dois écrire des stories bizarroïdes. C'est pas ça l'agilité. L'agilité, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, et il y a des outils en effet qui vous permettent de vous faciliter la vie pour la mettre en œuvre. Tous ces outils-là sont optionnels en dehors du backlog. C'est-à-dire que vous pouvez utiliser ces outils. S'ils vous conviennent, vous les gardez. S'ils ne vous conviennent pas, vous en changez, voire même vous les adaptez. Il existe plusieurs outils pour répondre à un même besoin. Le poker planning, le t-shirt sizing sont deux façons de dimensionner un travail à faire. On va le voir en atelier un petit peu, ces outils-là, c'est pour ça que je vais finir là-dessus. Mais il faut bien comprendre que les outils sont là pour vous aider. À partir du moment qu'un outil vous pourrit la vie, que votre équipe n'y arrive pas, ça a été mon cas, pendant des années, je ne supportais pas d'écrire une story avec le « en tant que »,« afin de »,« je veux ». Ça a été très compliqué pour moi. Aujourd'hui, je le fais. Mais parce que c'était pas à une époque quelque chose qui me facilitait la vie et mon équipe non plus n'était pas forcément à l'aise avec cette façon d'écrire les stories, donc on a décidé de ne pas le faire. On a trouvé un autre moyen de répondre à un même besoin avec des outils qui nous correspondaient à un instant T, avec une équipe donnée. Donc ces outils-là, il y en a un paquet, testez-les, adaptez-les, en tout cas vous formalisez pas. Si ça ne marche pas au bout d'un certain temps, changez d'outil. Il y a beaucoup de sociétés qui pensent, et même d'équipes, que c'est très compliqué l'agile à cause de ça. Elles se disent, il faut que je fasse Scrum, plus Story Mapping, plus ce machin, plus bidule. Non. Commencez petit, regardez ce qui fonctionne, et puis surtout avec une équipe pluridisciplinaire en général, on fait ça, on va dire, intelligemment. Il y a beaucoup de bon sens en fait dans l'agile, puisque 14 pages de Scrum Guide, c'est très court. Beaucoup de bon sens. Donc utilisez ce bon sens et on va dire la diversité des profils de votre équipe pour construire les bons outils. Il n'y a pas deux équipes pareilles, donc il n'y a pas normalement deux outils pareils. Donc je vais finir là-dessus sur la conférence. Donc si vous voulez, on papote.